Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo assez particulière. Avant de vous expliquer de quoi il s'agit, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est juste un clic, mais c'est important. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons jouer un petit peu avec les livres. J'ai l'air d'une voyante là comme ça, mais je vous rassure, il ne s'agit pas de ça. Nous allons faire une bataille, un concours avec 12 de mes livres préférés. Je vais tirer au sort 2 titres, je vais choisir celui que j'élimine et celui que je vais garder pour la suite, et ainsi de suite avec tous les couples de livres tirés au sort. Donc à partir de 12 titres, nous allons nous retrouver avec 6 livres. Nous allons recommencer, et donc à partir de 6, nous allons nous retrouver avec 3 livres, puis de 3 à 2, et là, nous allons annoncer le gagnant. J'ai eu l'idée de cette vidéo en regardant des vidéos d'autres booktubeurs espagnols et latino-américains. Ce n'est pas un concept que j'ai inventé. Cette bataille de livres préférés a été inventée par une booktubeuse mexicaine, et ensuite il y a, voilà, comme je vous le disais, beaucoup de booktubeurs espagnols et latino-américains qui ont repris le concept, qui ont proposé leur version de bataille, et donc je reprends cette idée, et à la fin de cette vidéo, je vais nommer 2 booktubeuses françaises qui pourront, si elles le souhaitent, faire à leur tour une vidéo avec la bataille de leur livre préféré. Cela dit, et avant de commencer la bataille, je voudrais préciser 2 petites choses sur le choix des livres et sur le résultat final. J'ai choisi 12 livres que j'adore. Certains d'entre eux ont été un choix évident car ils font vraiment partie de mes livres préférés. Ces livres que j'ai lus des dizaines de fois, qui m'accompagnent littéralement dans la vie. D'autres livres n'ont peut-être pas ce statut, mais j'ai décidé de les inclure, peut-être pour une raison précise ou alors parce qu'ils sont liés à un beau souvenir. A l'inverse, il y a des livres qui pourraient parfaitement avoir leur place dans cette sélection et que j'ai décidé de ne pas inclure, peut-être juste parce que je ne les ai lus qu'une seule fois, il y a longtemps, et que donc j'en garde un souvenir assez flou. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des exclus illustres et qu'en fin de compte c'est juste un prétexte pour vous parler de 12 livres que j'aime, qui me tiennent à cœur, et pour vous les conseiller. Dernière précision, peut-être superflue, mais je préfère le dire quand même. Évidemment, le gagnant de cette bataille n'est pas forcément mon livre préféré parce que tout va dépendre des couples que je vais tirer au sort et qui vont s'affronter. Et on pourra en fin de compte avoir un gagnant qui aurait pu être éliminé s'il avait dû affronter d'autres adversaires. D'ailleurs, comme vous le savez, toutes mes vidéos sont publiées en 3 langues, en français, en italien et en espagnol. Donc c'est vrai que je suis assez curieuse de voir quel est le résultat final dans les 3 versions de cette vidéo, parce qu'effectivement, il se peut que les résultats soient différents en fonction justement des tirages au sort. On va voir, ça va être drôle. Cela dit, on y va, je vais vous présenter les 12 candidats et puis nous allons commencer la compétition. Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors ça, c'est un livre que j'adore, une vraie merveille, un grand classique que je vous conseille évidemment. Je l'ai lu des dizaines de fois. C'est une métaphore des défauts et des vices des êtres humains, de l'enfance et de l'âge adulte, et parmi les sujets abordés, il y a aussi le sens de l'amitié et de l'amour. L'Amant de Marguerite Duras, là encore un livre que j'adore, je l'ai lu aussi des dizaines de fois. La première fois, je l'ai lu au lycée, l'année du bac, en français. Nous sommes dans l'Indochine française et un jour la protagoniste qui a 15 ans, en traversant le delta du Mékong, rencontre un Chinois très riche qui devient son amant. J'adore l'histoire de ce livre et j'adore son style avec cette alternance de narration à la première et à la troisième personne, c'est-à-dire avec cette alternance de perspectives de point de vue de l'intérieur et de l'extérieur. L'ami retrouvé de Fred Ullman, nous sommes en Allemagne en 1932 et nous assistons à la naissance d'une amitié merveilleuse entre 2 adolescents. L'un juif appartenant à la haute bourgeoisie et l'autre issu d'une famille noble allemande. C'est un livre magnifique que j'ai lu 1000 fois, la première fois au collège grâce justement à ma prof d'italien qui nous l'a fait lire et analyser en classe. Un petit livre qui se lit rapidement mais qui nous marque vraiment. Novecento pianiste de Alessandro Baricco, c'est un monologue théâtral, une merveille absolue. C'est l'histoire émouvante et très profonde de Novecento qui, bébé, est abandonné sur un paquebot où il passera toute sa vie à jouer du piano. Cette histoire est de la pure poésie, l'écriture de Baricco dans ce texte est de la pure beauté, avec l'un des plus beaux incipits que j'ai lus de ma vie. Un personnage inoubliable qui nous fait réfléchir entre autres au pouvoir de l'imagination, à la peur de l'inconnu et au renversement des points de vue.
En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau, il s'agit du premier roman de cet auteur, publié en 2016. C'est une vraie merveille, une des plus belles histoires d'amour que j'ai lues. Un amour inconditionnel, un amour fort, un amour plus fort que tout, plus fort que la folie, plus fort que la vie même. Un livre qui m'a fait beaucoup pleurer, c'est l'histoire d'un couple et de leur enfant, d'une famille complètement excentrique, extravagante, complètement hors norme. Le tournant du livre est au 5e chapitre quand la mère, ce personnage extrêmement poétique, va trop loin dans sa folie, dans ce qui, pour l'appeler par son nom, est une maladie mentale. Mes impudeurs de Marco Missiroli. Alors j'ai voulu inclure ce livre dans ma sélection parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Un livre dans lequel on suit le protagoniste, Libero Marcel, de la préadolescence à l'âge adulte et on l'accompagne dans la découverte de tout ce qui compte dans la vie. La découverte de la littérature, des livres, mais aussi la découverte du sexe, de l'amour, de la douleur. J'ai lu tous les romans de Marco Missiroli et je dois dire que celui-ci est clairement mon préféré. Celui dans lequel l'auteur a trouvé, à mon avis, vraiment un style très particulier, dans lequel il y a une sorte d'urgence de l'inspiration qui se reflète dans une écriture précise, très belle, où les mots et les idées vont vite. Je dois dire que j'ai aussi un souvenir personnel très beau lié à ce livre parce que j'ai eu le bonheur d'être l'interprète de Marco Missiroli en 2016 lorsqu'il était venu présenter la traduction française de ce roman ici à Paris. C'est pour ça d'ailleurs que je l'avais d'abord lu en français et seulement plus tard en italien. Après ce jour-là, j'ai été son interprète à d'autres occasions, c'est toujours un plaisir, mais voilà, c'est pour cette raison que j'ai un souvenir très agréable lié à ce livre, à la lecture de ce livre et à ce moment de rencontre avec son auteur. L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir de Rosa Montero. J'avais lu l'original espagnol qui date de 2013 mais j'ai lu aussi la traduction française. C'est un livre merveilleux que j'ai beaucoup aimé. Un livre atypique et émouvant dans lequel l'auteur retrace la vie de Marie Curie, célébrant entre autres son courage d'avoir été en avance sur son temps et en l'entremelant avec certains éléments de sa vie personnelle évoqués toujours avec beaucoup de pudeur, presque timidement. C'est un livre qui parle de mort et de deuil, bien sûr, mais c'est surtout un livre très lumineux qui parle d'amour, d'espoir, de beauté, de littérature et de création artistique. Ordesa de Manuel Villas, c'est un livre dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, un livre merveilleux, même s'il est très douloureux. J'ai lu la traduction française et pas l'original espagnol parce que j'avais été l'interprète de l'auteur lorsqu'il était venu le présenter ici à Paris. C'est un livre sur la mort et sur la mort des parents en particulier. D'autres thèmes importants sont l'impossibilité de communication, la solitude, la conscience de classe. Le tout avec une prose extrêmement poétique et de l'ironie malgré les sujets traités. Un livre à lire absolument, je le conseille, et comme vous le savez peut-être parce que j'en ai parlé récemment, Manuel Villas a publié un deuxième roman qui s'appelle Alegria, qui complète, disons, ce cycle autobiographique. La place d'Annie Ernaux. Alors si vous me suivez, vous savez peut-être déjà que j'aime beaucoup Annie Ernaux. C'est une auteure qui a une conception de l'écriture qui correspond à mon idée de littérature. La place est un petit livre qui date de 1983, qui se lit rapidement mais qui est très intense. Dans ce livre, l'auteur aborde des thèmes qui sont récurrents dans son œuvre, la mémoire, la relation aux parents, l'identité qui passe aussi par la langue, l'appartenance à une classe sociale et l'ambition de faire un saut de classe. Un beau texte qui est l'exemple parfait de comment certains auteurs savent parler de thèmes universels à partir des données autobiographiques, de la mémoire personnelle, des détails de la vie quotidienne. En attendant Godot de Samuel Beckett, c'est une pièce de théâtre que j'ai lue et étudiée en français et que j'ai vue au théâtre à Milan il y a très longtemps. Contrairement à d'autres textes de théâtre qui peuvent être difficiles à apprécier à la lecture, dans ce cas je trouve que c'est un texte qu'on peut parfaitement apprécier en le lisant. Après, bien sûr, c'est génial de le voir représenté au théâtre. Moi je me souviens, j'avais adoré, ça m'avait beaucoup ému. C'est une œuvre qui fait partie de ce qu'on appelle le théâtre de l'absurde, qui est un courant qui s'est développé au XXe siècle, notamment entre les années 40 et 60 et qui a un peu continué aussi dans les années suivantes. Ce courant traduit le concept philosophique de l'absurdité de l'existence. Donc, pour représenter ce concept, les structures traditionnelles du théâtre sont bouleversées et on se retrouve avec une succession d'événements sans logique apparente, avec le rejet d'un langage logique, avec des dialogues répétitifs et apparemment dénués de sens, avec des personnages qui se contredisent, ils disent une chose et ils en font une autre, etc. Or, tout cela qui pourrait juste faire sourire ou carrément paraître ennuyeux, doit plutôt être observé sous cet angle, c'est-à-dire comme une métaphore de l'existence et de la condition humaine. En attendant Godot, à mon avis, est ce qu'il y a de plus émouvant et de plus profond en ce sens.
avec ces deux personnages qui se retrouvent sur un chemin de campagne pour attendre Godot, ce Godot qui ne viendra jamais, et d'ailleurs on ne sait même pas qui est ce Godot, et qui incarne donc cette attente, cette douleur, cette souffrance, cette impossibilité de communication. Ils se parlent mais ils oublient ce qu'ils se disent, ce besoin d'amour qui ne console pas, ils se prennent dans les bras puis ils se repoussent. Ils ont toujours quelque chose qui les dérange, une chaussure qui fait mal ou autre chose et qui les empêche de trouver un moment de paix. La cantatrice chauve d'Eugène Ionesco, dans ce cas aussi il s'agit d'une pièce de théâtre qui appartient au théâtre de l'absurde. Je l'ai lu plusieurs fois et je l'ai aussi vu au théâtre de la Huchette, ici à Paris, 3-4 fois, voire plus. Dans ce cas nous sommes dans un salon bourgeois, là aussi toutes les règles du théâtre traditionnel sont bousculées. Il n'y a pas de logique, les horloges sonnent à des moments aléatoires, il y a la cantatrice chauve qui donne le titre à l'œuvre mais qui n'apparaît jamais et on ne sait pas qui c'est. La pièce est extrêmement amusante. C'est-à-dire que lorsque vous êtes au théâtre, vous riez aux éclats, notamment à cause de l'absurdité des dialogues. En réalité, là aussi, tout sert à représenter l'insignifiance de l'existence et de ces personnages empêtrés dans leurs habitudes, dans leur banalité, incapables de communiquer, incapables de donner un sens à quoi que ce soit. À l'occasion, on reparlera du théâtre de l'absurde parce que j'adore ça. La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules de Philippe Delerme. C'est un tout petit livre de 1997 que j'ai lu en français pour préparer un examen à la fac. C'est un recueil de textes courts dans lesquels, à partir d'un souvenir, à partir d'une image, à partir d'une odeur, à partir d'une sensation, à partir d'un goût, l'auteur raconte ces petits plaisirs du quotidien qui peuvent passer inaperçus, auxquels on risque de ne pas donner la juste valeur et qui en fait font le bonheur. J'ai décidé d'inclure ce livre parmi mes 12 candidats parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu plusieurs fois, même si maintenant je dois dire ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas relu, et qui représente parfaitement cette idée à laquelle je tiens beaucoup, du bonheur qui vient des petites choses, des détails de la vie de tous les jours, des petites habitudes. Et je dois dire qu'à ce moment particulier où depuis près d'un an maintenant nous sommes privés de beaucoup de ces petits plaisirs de la vie de tous les jours en raison des restrictions liées à la pandémie, il est particulièrement important d'être conscient de ça pour pouvoir vraiment apprécier ces petites choses du quotidien maintenant bien sûr et aussi quand nous pourrons revenir à une vie quotidienne plus ouverte. Voilà, je vous ai présenté mes 12 candidats, que la compétition commence. Alors, voyons voir. En attendant Godot, waouh, ça commence fort. Et la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. Alors, bon. Je ne peux pas me plaindre, franchement, le choix ne va pas être très difficile. Alors évidemment, tous les livres qui se trouvent ici sont des livres, je vous l'ai dit, hein, que j'adore, que je vous conseille, qui signifient beaucoup pour moi. Mais évidemment, entre ces deux-là, je n'ai pas de doute, j'élimine la première gorgée de bière et je garde En attendant Godot. C'est des livres, bon, très différents. Il y a une pièce de théâtre, un autre qui est un recueil de textes courts. Mais En attendant Godot est un livre qui est un chef-d'œuvre absolu et qui représente l'essence de l'existence humaine, à mon sens, avec ces deux personnages qui portent sur leurs épaules tout le poids de la condition humaine. Donc, même si j'adore la première gorgée, je l'élimine et je garde En attendant Godot. Voyons voir. Ordesa, de Manuel Vilas, et Novecento Pianiste. Alors là aussi, c'est deux livres qui me semblent extraordinaires, mais là encore, je dois dire que je n'ai pas trop de difficultés au moment de faire un choix. Ordesa, je l'adore vraiment. Et il parle de sujets d'ailleurs auxquels je suis particulièrement sensible, auxquels je réfléchis énormément. Mais voilà, j'ai envie de l'éliminer pour garder Novecento Pianiste, qui est un texte d'une poésie incroyable, avec ce personnage inoubliable. Voilà, donc là aussi le choix n'est pas trop douloureux. Pour l'instant ça va, je garde Novecento. Alors, Le Petit Prince, et
Mes impudeurs, Marco Missiroli, d'accord. Alors, je vous ai dit que j'affectionne particulièrement le souvenir lié à la lecture de Mes impudeurs. Je devais être l'interprète de l'auteur à l'occasion de la présentation de la traduction française de ce texte. Je l'ai adoré. Voilà, c'est un texte où je trouve que vraiment il y a une beauté de l'écriture très particulière. Je trouve que vraiment l'auteur a réussi à trouver un style unique dans ce livre. Marco ne m'en voudra pas, mais face au Petit Prince, je suis presque obligée de l'éliminer, d'éliminer Mes impudeurs et de garder le Petit Prince. Évidemment, le Petit Prince qui est un chef-d'œuvre absolu, un chef-d'œuvre universel qui représente tous les thèmes fondamentaux de la vie humaine avec une simplicité d'écriture, une beauté de l'écriture et des images et des métaphores. Voilà, je garde le Petit Prince. Prochain couple, la cantatrice chauve et l'ami retrouvé. Ok. Alors là, je dois dire, c'est peut-être le choix le plus difficile depuis que le jeu a commencé, mais je n'ai pas de doute. Donc dans ce cas, je vais éliminer la cantatrice chauve et je vais garder l'ami retrouvé. Je dois dire que je suis contente de garder l'ami retrouvé, qui est un livre qui a une place toute particulière dans ma vie de lectrice, parce que c'est peut-être le premier livre que j'ai lu avec une conscience d'adulte, même si en fait je l'ai lu étant très très jeune, j'avais à peine 12-13 ans je crois, mais on l'a vraiment analysé en cours à l'école. Il s'agit d'un sujet auquel je suis particulièrement sensible en plus parce qu'il s'agit d'une amitié, évidemment là d'une amitié très particulière parce que nous sommes dans un contexte historique particulier qui est celui du nazisme. Mais voilà, c'est un livre auquel j'ai toujours été très très sensible, que j'ai relu des dizaines de fois et tout au long de ma vie, vraiment à partir du moment où je l'ai lu la première fois encore jusqu'à maintenant. Donc là, je n'ai absolument pas de doute, il faut que je garde l'ami retrouvé. L'amant et la place. Ok, l'amant et la place. Alors, vous savez que j'adore Annie Ernaux, que c'est une auteure qui est particulièrement importante pour moi parce qu'elle aborde des sujets qui me correspondent vraiment, dans lesquels je m'identifie clairement. Donc si je devais évaluer l'œuvre, disons, de l'auteur en général, ou ce que l'œuvre de chacune de ces auteurs représente en général dans ma vie, alors je pense que je n'aurais pas de doute et que je garderais Annie Ernaux. En revanche, si je dois évaluer vraiment les deux livres concrètement, bah voilà, je pense que je vais plutôt éliminer la place et je vais garder l'amant. Ça fait mal au cœur, hein, parce que la place est un livre vraiment qui signifie beaucoup pour moi, mais l'amant est un livre qui est assez exceptionnel, je pense, parce que, alors l'histoire évidemment elle est magnifique, elle est magique, et en plus l'auteur dans ce livre à trouver un style qui est vraiment, mais qui est l'exemple de la beauté absolue dans l'écriture. Et donc j'ai envie de le garder. L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir. Ok, et... En attendant Bojangles. Ouf. Ah, là c'est très difficile. Là, c'est très difficile. Si chacun de ces livres avait dû affronter d'autres adversaires, j'aurais peut-être eu les idées plus claires, ça aurait été moins difficile. Mais voilà, je viens de décider, si je dois choisir entre ces deux titres, j'élimine l'idée ridicule et je garde En attendant Bojangles, qui est un livre qui m'a beaucoup ému. Voilà donc les 6 livres qui restent dans la compétition. Très bien, maintenant nous allons continuer pour choisir les 3 finalistes. Alors, on y va, c'est reparti. Je regarde pas, je triche pas. Ah, le Petit Prince. Et l'amant. Je n'ai vraiment pas envie de choisir. Vraiment pas. J'aurais voulu garder les deux encore un peu plus longtemps, vous voyez, mais... ça fait mal. Là, c'est un choix qui fait vraiment mal.
mais j'élimine l'amant et je garde le petit prince. Voilà, c'est fait, c'est dit. Suivant. Novecento pianiste. Et en attendant Godot. En fait, ça fait mal parce que à chaque fois, c'est des livres que j'adore. Mais c'est jamais agréable. Hein. Mais là, voilà. J'élimine Novecento pianiste et je garde en attendant Godot. Les deux derniers. Qu'est-ce qui reste? L'ami retrouvé et en attendant Bojangles. Alors là, je vais faire un choix d'une certaine manière sans réfléchir. C'est-à-dire, je ne vais pas réfléchir et comparer le style, le contenu, les sujets. Je vais faire un choix lié au poids que ces deux livres ont eu dans ma vie. En attendant Bojangles, c'est un livre que je n'aurais pas voulu éliminer, bien sûr, mais comme je le disais aussi tout à l'heure, L'ami retrouvé est un livre qui a eu une place particulière dans ma vie de lectrice. Je le garde. J'élimine En attendant Bojangles et je garde L'ami retrouvé. Voici donc les 3 livres parmi lesquels on va choisir le gagnant. En attendant Godot, Le Petit Prince et L'ami retrouvé. Au secours. Alors, L'ami retrouvé. Ouf. Et En attendant Godot. Alors, c'est difficile. Ça ne me fait pas plaisir. Je ne voudrais pas faire ce choix. Mais j'élimine L'ami retrouvé. Et je garde En attendant Godot. C'est tous des livres qui signifient tellement pour moi qu'il faut bien trouver une raison, il faut bien trouver un critère. Et En attendant Godot est un livre, comme je le disais tout à l'heure, qui exprime, qui représente vraiment la condition humaine. Et donc dans ce sens-là, je pense que c'est une raison qui peut justifier ce choix. Ou au moins là tout de suite, hein, si ça se trouve dans 1 heure, je ferai autrement. Et donc attention, nous avons les 2 finalistes parce que forcément, il reste qu'un seul livre. Et voilà, En attendant Godot et Le Petit Prince. Alors c'est très 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 drôle. Très 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 drôle. Comme je vous le disais au début, vous savez, j'enregistre, je tourne mes vidéos en 3 langues. J'ai déjà tourné l'italien, là je suis en train de faire le français, je n'ai pas encore fait l'espagnol. Et c'est absolument incroyable, les 2 finalistes sont les mêmes. Enfin, vous allez me dire, c'est incroyable. Pas forcément, c'est cohérent. Maintenant, c'est vrai que s'ils avaient eu à s'affronter entre eux plus tôt, j'aurais été obligée d'en éliminer un. Et ça aurait donné des résultats différents. J'aurais envie de faire gagner l'autre. Hein. Moi, dans ma tête, je sais déjà ce qui va se passer. Donc, je vais faire pareil. Hein. Je vais faire pareil. Ce choix qui a été très très dur, très très dur, je suis obligée de le faire pour la 2e fois. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, j'y crois pas. C'est horrible, mais je vais éliminer Le Petit Prince et le gagnant de la bataille de mes livres préférés est En attendant Godot. Est-ce que vraiment j'ai dit j'élimine Le Petit Prince? La phrase incroyable, la phrase absurde, la phrase qu'on voudrait jamais prononcer. Je viens de la prononcer. C'est ça, non? Vous m'avez entendu, c'est ce que j'ai dit, non? C'est la règle du jeu, hein. Il faut bien l'assumer. Donc, n'y pensons plus, pensons au gagnant qui mérite la victoire. Alors, j'espère que ce jeu vous a plu. Moi, je me suis bien amusée, mais c'était évidemment surtout le prétexte pour vous parler de livres qui me tiennent à cœur et pour vous encourager vraiment, vraiment à les lire. Mettez un j'aime à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous ai laissé ci-dessous toutes les vidéos qui ont un lien avec les livres que j'ai mentionnés
aujourd'hui. Et maintenant, je vais nommer 2 chaînes dont je vous laisse également les liens ci-dessous. Je nomme Amy de la chaîne Anastasiali. Elle sait parler de livres d'une façon magistrale, avec une capacité d'analyse et d'expression absolument remarquable, avec de la profondeur, de la nuance, des choses que j'aime beaucoup. Puis je nomme la chaîne Nabolita pour les mêmes raisons. Ça fait du bien d'écouter quelqu'un qui a une vraie réflexion et qui est capable de l'exprimer dans la nuance en cherchant et en trouvant le mot juste. Donc Amy, Nabolita, si ça vous dit, ça serait chouette de voir la bataille de vos livres préférés. À bientôt avec la prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes toujours là? Je vous confie un secret. J'ai mis des gants de boxe pour faire l'image de miniature, mais sinon la boxe, j'aime pas ça.